Salut, c'est parti pour le troisième cours de navigation. Dans le premier, on a vu la géographie de la Terre, on a vu comment étaient construites des cartes à partir de la sphère terrestre. Ensuite, dans le chapitre 2, on a parlé des cartes VFR, notamment des cartes de navigation. Maintenant, on va voir comment on s'en sert. On va parler des grands principes de navigation, des méthodes de base pour naviguer en VFR. Allez, installe-toi, c'est parti. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va parler que de la navigation à l'ancienne. On va pas parler des navigations à l'iPad ou au GPS. Déjà parce que c'est pas du tout une bonne idée de le faire au début, mais aussi parce que naviguer à l'ancienne va très nettement améliorer tes capacités de pilote, mais aussi te servir le jour où l'iPad et le GPS tombent en panne. Dans tous les cas, on y reviendra, on fera un chapitre sur le GPS, sur comment il marche et comment s'en servir. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de la navigation au cap et à la montre. Alors la première méthode pour utiliser les cartes de navigation de vol à vue, ça va être la méthode dite du cheminement. Le cheminement, c'est la méthode la plus simple pour naviguer. Pourquoi simple? Parce qu'on va enlever un facteur déterminant qui est celui du cap et de la bonne route à suivre. Quand on fait un cheminement, ça veut dire qu'on va suivre un repère. Il peut être naturel, comme une côte par exemple, ou alors artificiel si on va suivre par exemple une autoroute. On pilotera alors en laissant le repère du côté où le pilote a les commandes. Toi, quand tu apprends à voler, tu es en place gauche, donc tu laisses toujours les repères à ta gauche pour pouvoir les voir. Alors attention, on n'oublie pas qu'il y a d'autres avions qui peuvent avoir la même idée au même endroit et on peut se retrouver en face à face. Donc on ouvre l'œil. Alors bien entendu, la navigation par cheminement va être la méthode la plus simple. Elle va demander le moins d'efforts mentaux au pilote, puisqu'il faudra simplement suivre un repère entre deux points qui sont bien définis. Mais malheureusement, c'est rarement possible. On va donc devoir faire de la navigation dite à l'estime. Pour la nav à l'estime, là on est typiquement dans ce qu'on appelle le cap et la montre. Le principe de la navigation à l'estime est très simple. La réalisation un peu moins, ça va demander beaucoup d'entraînement, d'expérience. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut parfaire tout au long de sa carrière selon moi. Le principe est le suivant. On va pendant un temps précis, à une vitesse précise dans une certaine direction, et forcément on arrivera à un endroit qui lui aussi est précis. Alors pour pouvoir réaliser ces vols uniquement grâce à un cap et à la montre, on va utiliser des calculs qui sont très simples, ils sont simplifiés. On n'est pas du tout dans l'ingénierie, puisqu'on va aussi avoir l'enjeu de devoir réussir à faire ces calculs en vol si on a besoin de modifier une trajectoire ou simplement de la vérifier. Alors avant de donner les 2-3 petites formules qui sont très simples, je te rassure, je rappelle que dans le chapitre 1 de la navigation, on avait défini l'unité de distance en aéronautique, le nautique, et puis on avait aussi défini le nœud, l'unité de vitesse qui correspond à 1 nautique par heure. Je t'invite aussi, si tu l'as pas encore fait, à aller voir notre cours sur les vitesses, où on va parler des différences entre vitesse vraie, vitesse sol, indiquée, puisque là on va jouer un petit peu avec ces termes. Alors la première chose à définir pour ton vol, ça va être de connaître ton facteur de base. Facteur de base, c'est une notion très européenne, même très latine, de calcul mentaux aéronautique. Le facteur de base va être défini comme étant égal à 60 sur ta vitesse propre, ta vitesse vraie. Et tu vois, on est toujours dans l'idée de simplifier, 60 sur une vitesse, on n'aime pas trop. Donc je te conseille d'apprendre quelques facteurs de base qui tombent tout rond, et puis ensuite, de toute façon, tu voleras tout le temps sur le même appareil, donc tu vas quasiment tout le temps utiliser le même facteur de base. Donc les facteurs de base les plus fréquents, ça va être à 100 nœuds un facteur de base de 0,6, à 120 nœuds un facteur de base de 0,5, et puis à 150 nœuds, tu vas avoir un facteur de base de 0,4. Voilà, comme ça déjà, ça t'évite d'avoir à refaire le calcul 60 sur ta vitesse propre. Ça c'est réglé. Ensuite, on va voir comment définir le temps entre deux points. Le calcul, encore une fois, est super simple. Le temps sans vent, parce qu'on parlera du vent après, le temps sans vent est défini comme étant la distance multipliée par le facteur de base dont on vient de parler. Donc si on prend un exemple tout basique, on a 40 nautiques à 100 nœuds à faire. 100 nœuds, le facteur de base c'est 0,6. Et 40 fois 0,6, 6 fois 4, 24, allez hop, 24 minutes. On va mettre 24 minutes pour parcourir 40 nautiques. Donc, à condition qu'on suive la route qu'on a envie de suivre sur la carte, pendant 24 minutes, on arrivera là où on le veut. Le problème, c'est qu'il y a quasiment tout le temps du vent.
et le vent va te faire dériver. Alors tu te souviens, on en parlait là aussi au chapitre 1, et bien là maintenant on va voir comment calculer cette dérive. Pour ça je te propose une étape en 2 calculs. Alors il y a plein d'étapes pour calculer ta dérive, je te propose juste celle que j'ai trouvée la plus simple. Maintenant si tu as envie d'en prendre une autre, libre à toi. L'important c'est le résultat. Donc pour trouver la dérive, on va d'abord calculer la dérive maximum. La dérive maximum, ça veut dire que le vent, il vient plein travers de la direction que tu veux suivre. Il vient de 90 degrés en fait. La dérive max est égale à la vitesse du vent multipliée par ton facteur de base. Donc si tu as un vent qui va à 25 nœuds et que nous on va toujours à 100 nœuds comme dans l'exemple précédent, et ben on va faire 25 fois 0,6 et ça fait 15. Donc 15 degrés, c'est la dérive maximum qu'on aura pendant notre vol avec ce vent-là. Donc déjà, on peut la garder en tête parce qu'on sait qu'il n'y aura jamais plus de 15 degrés de correction à mettre. Bon alors bien sûr, le vent ne vient pas tout le temps plein travers, fort heureusement. On va donc pouvoir déterminer notre angle au vent. Si par exemple, tu veux suivre une route aux 220 degrés et que le vent vient du sud, du 180, eh ben, il y a 40 degrés d'écart entre ta route et le vent. Avec ça, on va pouvoir passer à la dernière étape de notre calcul. Pour trouver la dérive effective, et donc la vraie correction qu'il va falloir mettre pour le vent actuel, on va prendre la dérive max qu'on avait trouvée tout à l'heure, et on va la multiplier par le sinus de notre angle au vent, dont on vient de parler. Alors tout de suite, sinus, ça peut faire mal à la tête. Ceux qui ont fait des études scientifiques savent que c'est pas si évident à apprendre. Et puis ceux qui n'ont pas fait d'études scientifiques, ils y comprennent que dalle. Mais rassure-toi, nous, on est pilote, on n'est pas ingénieur. On cherche pas l'exactitude. On a donc une petite méthode pour arrondir le résultat d'un sinus. On va prendre la dizaine de l'angle au vent qu'on a, et puis on va y rajouter 2. Et puis comme à chaque fois un sinus est inférieur à 1, ça sera 0, quelque chose. Par exemple là, on a un angle de 40 degrés, donc 4, on y rajoute 2, le sinus sera 0,6. On continue avec le même exemple. On avait une dérive max de 15 degrés, et le sinus de notre angle au vent, le sinus de 40, ça fait 0,6. Donc pour trouver la dérive, on va faire 15 fois 0,6. Ce qui fait donc 9. 9, encore une fois, c'est des degrés. On subira donc 9 degrés de dérive droite, puisque le vent nous pousse sur notre droite. Donc pour suivre la route 220 degrés dont on parlait, il faudra mettre la correction dans l'autre sens, 9 degrés à gauche. Donc si on reprend tout depuis le début pour cet exemple-là, si on suit un cap 211 pendant 24 minutes dans ces conditions-là, alors on parcourra 40 nautiques sur une route 220. Bon alors bien sûr, ça peut paraître un peu lourd comme ça, un peu indigeste, donc on va te mettre en commentaire quelques exercices pour encore une fois t'entraîner, et rassure-toi, si t'en fais quelques-uns en te forçant un petit peu au début, après tu vas vite choper la logique et ça va devenir instinctif. Et c'est tout pour les grands principes. Alors après, il y a juste 2 petites notions qu'on va préciser. D'abord, la notion de cercle d'incertitude. Tu l'as bien vu, on travaille avec des valeurs approchées, mais en plus, on pilote pas forcément au degré près. Faudrait même être super chaud. Donc du coup, en VFR, on va considérer qu'on va toujours arriver dans une zone et pas sur un point précis. Alors la zone, si on veut être à fond, c'est un cercle de rayon de la distance de ta branche sur 10. Bon, on s'en fout. Tu peux retenir simplement qu'on vise une zone et pas un point précis. Et je dois aussi te parler du principe qu'on appelle l'erreur systématique. Pour les mêmes raisons, le fait qu'on ait fait des calculs approchés et qu'on pilote pas au degré près, il peut être utile de toujours altérer légèrement d'un côté, en se disant « Ok, je suis peut-être un peu plus à gauche ou à droite de ma route, mais ça va me permettre d'arriver sur un repère qui est bien visible et qui lui me permettra facilement de déterminer ma position. » Puisque évidemment, tout l'enjeu d'une navigation VFR, c'est de ne pas se paumer. Et puis voilà pour les grands principes d'une navigation. Alors bien sûr, comme je le disais, c'est une science qu'on peut peaufiner tout au long de sa vie. Il y a donc plein de petits cas particuliers. Si on peut t'aider pour ça, n'hésite pas. Et puis sinon, armé de toutes nos connaissances, on va pouvoir s'attaquer au chapitre 4 qui est la préparation d'une navigation VFR. Salut!